cette conférence d'aujourd'hui porte sur notre village, le village de Langoiran-le-Tourne. Et c'est une approche historique, c'est-à-dire je vais essayer très rapidement de vous dresser un tableau de ce village, une explication de la manière dont il s'est formé. Et il s'appelle le village une histoire partagée parce que, comme vous le savez, ce village a une particularité, c'est d'être divisé entre deux communes. Donc le village a une histoire propre, mais elle est partagée, cette histoire est partagée entre les deux communes de Langoiran et du Tourne, ce qui ne laisse pas de poser quelques problèmes, bien sûr, et surtout pour les nouveaux venus dans le village et dans les environs, ils ne comprennent pas très bien cette étrange facétie de l'histoire qui fait que lorsque vous passez l'Esteille, vous changez de commune et vous n'êtes plus sous la même administration, vous n'êtes plus donc placé sous la même autorité. Alors, il y a des villages où ça a été plus grave quelquefois. Colette est là, qui sait que le village dans lequel elle est née était partagé aussi, non pas entre deux communes, mais entre deux grands États-nations, qui étaient la France et l'Allemagne. Et la Belgique. Donc, vous voyez, ça peut être encore plus délicat que d'être divisé entre deux communes. Mais cette histoire, eh bien, il faut la connaître pour bien appréhender la spécificité de ce lieu qui nous est cher à tous, parce qu'il y a des vieux Tournais qui vivent maintenant à Langoiran, il y a des Langoiranais qui vivent au Tourne, et puis il y a des gens qui ne savent pas s'ils habitent vraiment au Tourne ou à Langoiran lorsqu'ils vont acheter le pain chez Belinda et les légumes chez Guillaume. Donc voilà. Alors cette histoire, c'est une histoire qui remonte à un temps très ancien, et il faut bien comprendre qu'on a une histoire tout à fait commune, les gens du Tourne et de Langoiran, et que ce village, donc je commence par ces définitions, village et commune, qu'il faut bien s'ancrer dans la tête. Un village, c'est une agglomération rurale, un groupe d'habitations assez important pour former une unité administrative, ici il y en a deux, religieuse ou tout au moins pour avoir une vie propre. C'est la définition du Centre national des lettres qui remplace maintenant les lettrés, Robert, etc. Et la commune, c'est une circonscription administrative de base qui est placée sous l'autorité d'un maire, assisté d'adjoints et d'un conseil municipal. Donc ici, ce village, il est placé sous l'autorité, hélas pas toujours conjointe, des maires et des conseils municipaux. Donc cet état de choses, il est assez récent, vous allez voir. Parce que notre histoire, comme celle de tous les villages de la région et tous les villages de France, de Navarre et d'Europe et des États-Unis, il a une histoire qui remonte très très loin. Alors je ne vais pas remonter jusqu'au Big Bang, à 4 milliards d'années, mais ni même à l'apparition de la vie, il y a une vingtaine de millions d'années. Donc tout ça, l'histoire commune de cette spirale ici, nous on se situe, l'histoire de Le Tourne Langoiran se situe dans cette ligne. Hein, puisque là, c'est toute l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez, c'est quand même très très récent. Là, c'est l'histoire de l'univers. Et puis, plus on avance dans le déroulement de cette spirale, plus les histoires s'individualisent à l'échelle d'un continent, d'un territoire, puis d'un grand ensemble qui va devenir ces nations modernes. Et donc, ce n'est que vraiment dans les derniers moments de cette spirale que l'histoire de ce village commence. Il commence par
la création, l'émergence de ces structures sur lesquelles on marche, du sol et du sous-sol sur lequel on marche. C'est-à-dire, et vous le verrez, c'est déjà très important pour nous, parce que nous vivons dans cet univers qui s'est formé il y a 28 millions d'années à l'Oligocène et qui peu à peu donc a évolué, mais du point de vue géologique, pas tant que cela. Donc je ne vais pas approfondir ces questions qui ont été... Vous savez qu'à Langoiran, il y a un groupe des géologues autour de Didier Chartier qui font un travail extraordinaire sur la géologie du coin, qui ont mis en évidence à Langoiran même un site qui est tout à fait spectaculaire pour apprendre la géologie du Quaternaire, qui est la Ruasse. Cette rue qui monte depuis l'église du Bas-Langoiran jusqu'à Pomarède et au Langoiran, puisque cette ruasse donc va franchir, elle monte comme ça, donc on franchit des millions d'années de couches zoologiques sur cette distance. Et quand vous faites la visite avec Didier Chartier, c'est absolument étonnant parce que vous allez passer de 70 millions d'années à quelques centaines de milliers d'années au moment où se forment les terrasses alluviales et les graves que l'on trouve qui font la richesse du terroir des coteaux. La Peyruche, Sauvage, tout ça s'est installé sur des graves qui sont relativement récentes. Donc, déjà, cette histoire géologique, cette histoire de la constitution même du sol, elle a des conséquences jusqu'à nos jours. Et nous allons voir pourquoi. Donc, c'est une première conscience qu'il faut avoir de notre destin commun qui est lié à une situation, une constitution de ce sous-sol, et puis à un moment où cette faille va se produire vers 3 millions d'années, une faille qui va provoquer cet effondrement du plateau landais et cette juxtaposition des palus et des coteaux. Donc, on est bien placés tous pour savoir combien c'est important pour nous d'être situés sur cette ligne de faille, et une ligne de faille paisible, c'est pas la ligne de faille qui risque de provoquer des tsunamis, pas du tout. Mais en tout cas, elle dirige et elle a orienté toute l'histoire du village depuis le début. Donc, cette histoire géologique, elle a abouti au fait, du fait de cet effondrement cette ligne qui s'est produite ici, elle a abouti au fait que l'Aquitaine est en grande partie un territoire amphibie, qui s'est trouvé durant des millions d'années au-dessous du niveau marin de quelques dizaines de mètres. Et lorsque vous allez à Sainte-Croix-du-Mont pour les huîtres, c'est pas pour manger des huîtres, non, c'est les huîtres que vous voyez enchâssées enserrées dans la falaise calcaire, et qui vous disent bien que il y a quelques millions d'années, il y avait là tout un espace marin qui a mis très longtemps à disparaître, et à mesure que les niveaux des mers descendaient, ces terres émergeaient progressivement. Alors, on est ici, toujours pareil, on se trouve ici, donc en bordure de cette articulation entre un univers qui est un univers totalement aquatique, et puis un univers qui était l'univers forestier, de la forêt primaire, qui s'est créé avant même au moment où se développait le règne animal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'abord, je pataugerai très allègrement dans la gadoue aquitaine, parce que c'est très compliqué, c'est pas du tout ma spécialité. Mais encore une fois, on voit bien qu'on est dans un lieu très spécifique, et
dont la spécificité va nous marquer parce que c'est un territoire amphibie, c'est-à-dire on a quand même les pieds dans l'eau. Moi j'ai des copains qui habitent sur les coteaux qui nous appellent les palmipèdes. Hein, les gens de la palue, les gens du village, ils sont censés avoir des pieds palmés. Ils sont extrêmement malveillants, mais très sympathiques. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a une réalité. Et cette réalité, elle se fait sentir quotidiennement, parce que, effectivement, les terres de palud sont un peu lourdes. Moi qui fais un potager, je peux vous dire que... Et ce pauvre Jean-Christophe Suils aussi, qui a installé un potager dans la palud l'année dernière, il a eu beaucoup, beaucoup d'ennuis, parce que c'est encore un territoire... aquatique. Du reste, Aquitaine, hein, et là vous aurez un exposé sur la toponymie, Aquitaine, tout ce qui est aqua, tout le toponyme en aqua, c'est l'eau. Alors, si on fait l'étude toponymique de l'Aquitaine, 80% des toponymes font allusion à l'eau ou à la boue. Donc, et là je parle pas simplement à Tourne-Langoiran, mais toute la grande Aquitaine. Et puis évidemment, on a tous des souvenirs, enfin pas tous, mais les moins jeunes d'entre nous ont les souvenirs des inondations qui encore il y a quelques générations étaient très fréquentes. Moi, quand je suis né, il y avait des inondations pas tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans, il y avait de l'eau dans la maison. Et au moins 2 fois, dans ma petite enfance, on a été obligé de déménager, d'aller se réfugier chez mes grands-parents, parce qu'il y avait de l'eau jusqu'à 2 mètres de hauteur dans la maison. Par bonheur, et là aussi, donc, il faut dire que même si tout n'est pas idéal dans notre monde, beaucoup de choses se sont arrangées, grâce aux grands travaux entrepris en amont sur la Garonne, les lacs, etc., qui ont d'autres inconvénients, mais toutes ces retenues ont fait que on a beaucoup moins d'inondations. Le fait qu'on ait surcreusé la Garonne, c'est catastrophique par certains côtés, mais elle est plus facile à maintenir. Et quand on a ces grandes pluies comme on a eu l'année dernière, moi j'étais admiratif et je remerciais la Garonne quotidiennement de nous dégager toute cette eau, parce qu'en amont les gens étaient envahis, les ruisseaux provoquaient les dégâts que vous savez, et grâce à la Garonne, toute cette eau filait vers la mer. Alors, bien sûr, on nous menace avec la remontée du niveau marin, hein, on est presque prêt à donner sa maison lorsqu'on habite en palud pour rien, parce que l'eau va monter. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un climatologue sceptique, voilà, pas du tout, je crois que c'est une réalité, mais ça ne va pas si vite que ça, et toutes les inondations que j'ai connues, l'eau ne venait pas de la mer, mais elle arrivait d'en haut. Alors pour le moment, quand il y a des inondations, c'est toujours l'eau qui arrive d'en haut. Alors évidemment, si ça monte un petit peu, elle s'écoule moins. Et un jour ou l'autre, il faudra que je parte de cette maison, mais je pense que je partirai les pieds devant avant que l'eau ne soit dans ma chambre. Donc ça me rassure, et mes enfants iront vivre ailleurs parce que la terre est grande et il y a beaucoup de pays encore accueillants. Et alors là, c'est les dernières inondations, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas dans le village, 13 décembre 1981, donc moi je l'ai bien connu, mes enfants aussi. Donc voilà le Crédit du Nord, qui est la Banque Courtois maintenant, le maire de l'époque, Jacques Josselin, ici, qui visitait ses administrés, parce qu'il habitait dans la maison de Madame Solve, donc au bord de la Garonne. Alors évidemment, il a été le premier à être chassé, et donc on circulait en bateau. Il y avait les cochons de Ferrané qui étaient chez Ferrané, qui ont passé la nuit dans l'eau. Le matin, on les a montés à la croix, comme on disait, c'est-à-dire au rond-point, et on les a frictionnés avec de l'eau de vie pour les ranimer. Donc j'ai regretté de ne pas pouvoir acheter le jambon, mais bon, tout ça, c'est des histoires qui font que... Et les inondations... Ça a été bien parce que maintenant on nous promet des catastrophes à venir, et malheureusement je crois qu'il faut s'attendre à des choses assez désagréables, mais une petite inondation comme celle-ci, c'est inimaginable la solidarité qu'elle crée. C'est incroyable comment ces 3 jours d'inondation ont créé des solidarités qui se sont maintenues par la suite dans le village, donc, et dans la partie basse du village. Alors,
voilà, abandonnons cet espace géologique, mais lorsque l'homme apparaît ici, hein, il apparaît un peu plus tard chez nous qu'à Lascaux ou qu'Altamira, parce qu'effectivement, lorsqu'il apparaît, eh bien, ces espaces aquitains sont encore très peu accueillants. Alors, il y a des animaux qui se hasardent là, mais l'homme qui est déjà un peu plus exigeant, l'Aquitain est toujours un peu plus râleur, ouais, il pleut toujours, il fait froid, donc il va se réfugier, ils sont en bordure, dans les Pyrénées. Alors là, c'est une carte, le Pays Basque, parce que ces populations basques, les Basques, c'est des populations fossiles, c'est des pré-indo-européens, donc qui étaient installés là bien avant les Indo-Européens qui sont arrivés dans les derniers millénaires de notre histoire. Donc, ils se situaient tout autour, Pays Basque, ici évidemment tout Mazasil, tous les Cévennes, etc., et puis la Dordogne. Mais dans notre secteur, on n'a pas, au Paléolithique, c'est-à-dire à l'âge de la pierre taillée, on n'a pas de vestiges considérables. Il y avait sans doute quelques tribus qui ont parcouru les coteaux, mais ils n'ont pas laissé de traces faciles à déceler jusqu'à nos jours, même si on trouve de temps en temps quelques silex taillés. Donc là, le Tournai-Langoiran n'existe toujours pas. Et cette frontière, ce destin frontalier de notre village ici, il va se poursuivre au moment où tout bascule pour une première fois, où on passe de la préhistoire à l'histoire. Alors, on ne passe pas tout d'un coup de l'homme de Cro-Magnon à Jules César, mais disons qu'à l'époque romaine, on va passer de la préhistoire, c'est-à-dire ces peuples de néolithique ou avancés, de l'âge du fer et les Gaulois, etc., qui ont sans doute un langage très poétique, avec une civilisation très avancée, mais sans écriture. Et les Romains vont introduire chez nous l'écriture, c'est-à-dire que l'histoire va prendre pied, l'histoire que l'on peut reconstituer par l'écriture, et pas simplement par l'archéologie comme jusqu'alors, va prendre pied sur nos territoires dans les premiers siècles avant notre ère, donc avec ces Romains qui s'installent et qui commencent à identifier, à cartographier les populations qui sont installées sur l'Aquitaine antique. Alors on a les Vasates autour de Bazas, les Boïs autour du bassin d'Arcachon, Tarbellii autour de Tarbes, les Tarusates autour de Tartas. Enfin, les Romains, donc avant même pour préparer la conquête des Gaules, donc identifient ces populations et les cartographient. Donc ils savent très bien où ils mettent les pieds, ils leur donnent des noms en utilisant des racines toponymiques locales appartenant à ces cultures non écrites, et ils vont donc s'installer progressivement sur ce territoire en repoussant les Gascons, les Vascons un peu sur les territoires pyrénéens, les territoires montagneux, et ils vont même déplacer, ça on le sait depuis moins longtemps, les Bituriges vivisques, les premiers Bordelais. En fait, ce n'est pas des autochtones, c'est des populations qui ont été autoritairement déplacées par les Romains pour donc organiser ce peuplement qui allait leur permettre de romaniser justement l'Aquitaine. Je ne dis pas civiliser, parce que là il y avait une civilisation gauloise, pré-romaine, mais de romaniser l'Aquitaine. Et puis alors c'est eux qui donnent les premiers toponymes. Alors il y a des toponymes qui sont antérieurs au monde romain, comme Tourneau sans doute, c'est un toponyme pré-romain que les latins vont utiliser, et les autres, Lingorius, qui est sans doute à l'origine de Langoiran, qui sont des toponymes qui sont inscrits qui sont formés à partir d'anthroponymes, de noms de personnes, Tabanacus, Lastus, Lestiac, tout ça sont des toponymes qui sont apportés, qui sont créés
dans le monde romain. Et Bénédicte Boiry-Feignet vous expliquera bien ça, comment la toponymie aussi permet de dessiner des pans de l'histoire entiers qui ne sont accessibles ni par l'archéologie ni par l'histoire. Donc ce sera une conférence très intéressante. Alors lorsqu'on avance un peu dans ce monde romain, où la grande Aquitaine romaine, la Tarraconaise, c'est toutes ces grandes provinces espagnoles, la Tarraconaise, Tarragone, c'est la grande capitale de l'Espagne romaine, la Carthaginoise autour de Carthagène, la Lusitanie autour de Mérida, et tout ceci, donc toute cette période romaine, va pendant 4 siècles, depuis 50 avant Jésus-Christ jusqu'au plein 5e siècle, l'Aquitaine est un pays de cocagne. Et c'est toujours décrit comme ça, et en particulier la vallée de la Garonne, c'est un pays d'une extrême richesse agricole, d'un extrême confort climatologique, on peut dire. Alors il y avait aussi des saisons de pluie, des étés un peu chauds, des hivers un peu humides, mais enfin c'était très agréable de vivre dans cette Aquitaine. Les vergers croulaient sous les fruits, les récoltes étaient très abondantes, et lorsque l'Empire romain va disparaître, et cette disparition de l'Empire romain est très rapide, on en parlera aussi parce qu'on a l'intention de monter, entre autres, un café philo qui va ouvrir cette année, et on aura l'occasion d'évoquer ces questions d'effondrement qui sont très à la mode. Et effectivement, il y a un effondrement que l'on mesure très bien, que l'on connaît très bien, c'est celui de l'Empire romain. Un immense ensemble territorial, très connecté, sans web, mais extrêmement connecté, c'est-à-dire les échanges donc entre les territoires les plus méridionaux, l'actuelle Afrique du Nord et l'Angleterre, sont des échanges très importants, actifs. On reçoit l'étain d'Angleterre, on reçoit le blé d'Afrique du Nord, le vin, et ça on le voit lorsqu'on fait des fouilles ici, dans toutes les villas romaines. On a des fragments d'amphores qui viennent de Lusitanie, c'est-à-dire du Portugal, qui viennent de Campanie, du sud de l'Italie. Donc ce monde merveilleux, et merveilleux pas pour tous, mais encore que c'est un monde d'équilibre, c'est une société esclavagiste, mais chacun est à sa place. Les esclaves sont à leur place et les maîtres sont à leur place. Alors il vaut mieux être maître qu'esclave, mais ça dépend pourquoi. Alors, je ne vais pas digresser, mais il y a un très joli livre qui vient de paraître en français qui s'appelle « Le monarque des ombres ». Et c'est l'histoire d'un milicien qui est mort pendant la guerre d'Espagne. Et ce thème repose sur l'histoire d'Achille, qui est présenté comme le meurtre glorieux de la guerre, et dans l'Iliade, et qui est présenté dans l'Énéide. Énée descend aux enfers, rencontre Achille, et Achille lui dit « Je préférerais être le dernier des esclaves dans une grande propriété que le monarque des ombres dans l'enfer. » Donc, voilà, parce que dans une société qui est une société stable, l'esclavagisme antique n'est pas l'esclavagisme des Antilles du XVIIIe siècle, pas du tout. C'est une société équilibrée, avec ses différences évidemment d'État qui sont insupportables pour nous, mais qui ont permis un développement d'une société absolument prodigieuse, et dont on peut voir les résultats dans la littérature, dans l'art, dans l'urbanisme, et dont on pouvait voir l'éclat jusqu'au 5e siècle tout le long de la Garonne. Tous les 5 kilomètres, il y avait une grande villa. Il reste des traces à Camblane, il reste des traces à Borèche. Ici, non, on n'a pas trouvé. À Langoiran, pas de villa, mais il y avait sans doute
une zone d'échange sur la Garonne, parce qu'il y a dans la Palue de Langoiran, en face de chez Contraire, on a trouvé beaucoup de sigillés, beaucoup de céramiques, des monnaies romaines, donc il y avait un établissement important. Lorsque vous allez à Paillé, devant le château de Paillé, vous passez sur une villa romaine. Arillon, c'était un petit village sans doute. On a trouvé des vestiges encore récents d'ateliers de bronze, et puis beaucoup de choses à Rion, Cadillac, villa gallo-romaine, Loupiac aussi. Donc vous voyez, il faut bien s'imaginer ce qu'était la splendeur de cette civilisation jusqu'au 5e siècle. Le 5e siècle, on parle des invasions barbares au 3e siècle, mais ça a eu des conséquences, mais ça n'a rien brisé. Des difficultés qui viennent de l'extérieur, on peut y résister. Ce qui s'est passé au VIe siècle, ça a été un effondrement de l'Empire sur lui-même. Et cet effondrement, il s'est produit en une génération, à peu près. 2 générations. Donc vous voyez, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est des choses. Donc cet effondrement, alors évidemment, les barbares, ils sont arrivés, vous voyez, mais ça n'a rien changé. Vous avez le royaume des Suèves. Lorsqu'on est un grand État organisé, comme les Romains, on les case. Alors les gens, ceux qui s'installent, ils ne sont pas forcément contents. Alors les Vandales, bon, on arrive à les caser en Lusitanie ou sur le territoire de la Tunisie ou de l'Algérie. Les Burgondes, ben, on les laisse là-haut. Les Francs, dans le nord, bon, et puis les barbares les plus civilisés, c'est les Visigoths. Les Goths, en 410, ils assaillent Rome. Alors on va s'en débarrasser. On est prêt à tout pour s'en débarrasser. Où voulez-vous aller? Sur la Garonne, sur la Garonne. Donc on les installe ici, hein, et puis après les Francs vont les pousser vers l'Espagne. Mais là aussi, c'est un choix délibéré. Ce peuple wisigoth, dont on n'a pas conservé beaucoup de traces ici, mais à Toulouse, oui, la grande église de la Dorade à Toulouse, il y avait un grand palais qui a été fouillé. Puis ces sarcophages aquitains, ces grands sarcophages en marbre que vous voyez à Saint-Seurin, ils sont de cette époque-là. Donc c'est encore un pays, c'est plus le pays de Cocagne que ça a été, parce que ce qui se passe surtout, c'est que l'interconnexion ne fonctionne plus. Tout d'un coup, on ne trouve plus ces échanges, et à ce moment-là, c'est la débandade. Les esclaves ne veulent plus rester esclaves, ils s'enfuient dans les forêts, on a beau établir des lois, les Visigoths font des lois très cruelles contre les esclaves fugitifs, ils ne restent pas, ils s'en vont, il n'y a plus personne pour travailler les terres, tout tombe en ruine. En quelques années, les villas s'effondrent, on vit dans les ruines, dans les villes c'est pareil. La grande maison aristocratique de la ville, eh bien, 2 générations après, les toits se sont effondrés, la cour pavée de marbre est devenue une basse-cour où il y a les cochons et les poules, chacune des chambres est occupée par une famille, ça se passe comme ça. Et ça se passe comme ça en 40 ou 50 ans. Donc vous voyez, ce sont quand même des choses qui arrivent. Et puis, c'est pas grave, parce que tout se reconstruit, on en est sorti. 5 ou 6 siècles pour en sortir, c'est pas long, mais enfin, c'est quand même à peu près le temps que l'on a mis pour récupérer l'histoire. Alors, cette histoire, eh ben, elle se suit par le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, ici, encore une fois, bon, on est dans le duché d'Aquitaine, mais on est quand même dans cette zone tampon un peu entre la Gascogne et l'Aquitaine. Hein. Donc, la langue d'Oil passe un petit peu au nord d'ici, et le gascon, avec, comme toutes les langues d'oc. Donc, la ligne se situe un peu au nord de la Dordogne, mais on est encore sur une zone frontière. Je passe sur la géographie de ce monde médiéval qui devient très complexe. En fait, c'est un éclatement total de cette grande unité de l'Empire romain, avec des familles ou quelques groupes aristocratiques qui prennent le pouvoir et qui assoient leur autorité sur une région plus ou moins vaste par des constitutions de réseaux qui vont aider à la reconstruction du territoire. Alors, cette dernière partie de l'histoire, que ce soit l'époque romaine ou le très haut Moyen-Âge ou l'Antiquité tardive, a laissé des traces
partout sur notre territoire. Voici le territoire des communes du Langoiran et du Tourne. Donc à la Peyruche, il y avait un fragment de voie romaine. À Faubernay, il y avait une villa. À Chauvin, on a trouvé des fours de potier. À Saint-Pierre, autour de Saint-Pierre de Langoiran, on a trouvé des vestiges gallo-romains aussi. Et dans la Palue, en face de chez Contraire, on fouille depuis quelques années le Castéra, qui est un site que je croyais beaucoup plus ancien qu'il n'est, qu'il a un château qui est aujourd'hui on date plutôt du XIe, XIIe siècle, c'est-à-dire au moment où apparaît la famille seigneuriale de Langoiran, les Escoussans, qui est antérieure en tout cas au château fort de M. Bibonne. Mais on a trouvé ici, chez monsieur et madame Labrousse, une maison qui s'appelle Le Prieuré, à Saint-Germain, là aussi c'est un agiotoponyme, le nom d'un saint. Saint-Germain, quand on a un Saint-Germain, presque toujours c'est du haut Moyen-Âge. Et là on a trouvé, dans une carrière, alors le site a été très perturbé, il y avait un prieuré au 8e, 9e siècle, à l'époque de Charlemagne, et ça a été perturbé parce qu'il était adossé à la falaise, et comme on a creusé des carrières, on a abîmé beaucoup de choses. Mais il reste des éléments. Il reste en particulier dans une galerie d'une ancienne carrière, qui sous chez M. Labrousse, il y a, donc on est passé dans une nécropole, on a cassé un sarcophage. Et il y a 4 ans, on a fait des analyses des os qui étaient dans ce sarcophage, enfin dans un autre voisin, il y en a plusieurs, qui a daté donc l'inhumation du IXe siècle, de l'époque carolingienne. Donc ça, c'est assez sûr. Ça, c'est le tracé du château que l'on est en train de fouiller, donc qui est antérieur de 150 ou 200 ans à celui du Haut-Langoiran. Et puis vous avez des éléments romains qui ont été trouvés ici dans l'ancienne propriété urmique. Et puis, bien sûr, vous avez l'abside de l'église du Haut-Langoiran du début du XIIe siècle, et là, le moulin de la Battue, qui est donc une construction du XIVe siècle. Donc, très riche, des vestiges très riches, et chaque site mériterait et pourra faire l'objet d'une conférence ou d'une présentation. Donc, et tous ces éléments, évidemment, sont extrêmement importants à prendre en compte si on veut associer à l'œnotourisme un tourisme culturel, un peu plus historique, pour intéresser des gens qui ne s'intéressent pas qu'au pinard, parce que ça existe aussi. Il y a des gens très cultivés, comme Colette, ici, qui n'ont jamais bu une goutte de vin, par exemple. Ça arrive, plaignez-la. On est tous tristes. Alors, et c'est là, si vous voulez, que commence notre histoire. Parce que, imaginez, tabula rasa au VIe siècle, reconstruction progressive jusqu'au IXe siècle, et cette reconstruction progressive, elle s'opère non pas sur la base de données économiques. Ça aussi, c'est important. On a l'impression que l'économie dirige tout. L'économie dirige tout quand l'économie dirige tout. Ça, c'est intelligent ce que je dis. Mais quand il n'y a plus d'économie pour tout diriger, ça ne dirige plus rien. Alors, c'est la pagaille. Et quand ça se reconstruit, ça peut se reconstruire sur d'autres recours de l'esprit humain. Parce qu'on n'a pas tous une machine à calculer dans la tête. Moi, en particulier, je n'en ai pas. Ce qui serait une catastrophe si j'arrivais à l'administration d'une commune. Mais, en revanche, on a d'autres modes de fonctionnement. On a les curiosités intellectuelles, et puis on a un mot un peu grossier, on appelle la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que cette chose un peu indéfinie, qui est la spiritualité, que l'on peut accrocher au mysticisme ou à la simple notion d'inquiétude existentielle, eh bien, c'est là-dessus que s'est reconstruit, que s'est restructuré le monde occidental, le monde détruit par, je ne parle pas de la Chine, tout ça, mais tout ce grand monde romain. Ce monde romain qui avait éclaté
Bon, il se reconstruit grosso modo par la force physique des plus costauds, mais il se reconstruit surtout parce qu'il y a un phénomène qui se produit au 1er et surtout 2e, 3e siècle de notre ère, qui est un phénomène qui est le christianisme. Et ce christianisme, c'est un élément qui est essentiellement d'ordre spirituel au départ, mais qui va complètement changer le rapport de l'homme au monde. Parce que le christianisme dit simplement, eh bien, il n'y a pas d'un côté la matière et puis de l'autre côté l'esprit. Il y a la matière et l'esprit, mais quand vous êtes homme, l'esprit vient par la matière. Parce que si vous n'avez pas de cerveau pour penser, vous ne pouvez pas accéder à notre univers. Et surtout, le message du Christ, c'est de respecter le corps. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes chrétien, vous savez que le salut est arrivé par le corps du Christ. Et ce salut qui est arrivé par le corps du Christ, il s'est transmis par le corps des apôtres. Donc, on ne peut plus vénérer l'argent, l'empereur, il n'y en a plus. Donc, on vénère le Christ et ses représentants. Et comme on a peur toujours que la vie n'est pas facile, que l'on sait qu'on va crever un jour, on cherche des... Eh bien, on va essayer de se rapprocher de ces saints. Et ces saints, souvent, ils sont représentés par ce qu'on appelle les reliques. Un petit bout de doigt, un fragment de la tunique, le prépuce du Christ, il y en a beaucoup. Mais bon, on n'en connaît jamais qu'un. Et toutes ces reliques, elles sont hébergées au cœur des églises paroissiales. Une église paroissiale, de nos jours encore, vous avez un autel. Dans l'autel, vous avez un petit creux, un petit carré qui est découpé. Et au fond de ce carré, vous avez une niche où il y a une relique. Et ces reliques attirent les gens. Ce qui fait que le monde va se reconstruire autour de ces églises paroissiales. Jusqu'au XIXe siècle, la France, toute l'Europe, est organisée en paroisses, regroupées en diocèses, regroupées en archidiocèses. Alors par-dessus, le millefeuille existait déjà, il y a aussi des divisions seigneuriales, royales, etc. Mais ça, c'est la structure et c'est la première à apparaître. 9e siècle, en gros. Et au 9e siècle, on va voir apparaître une église qui est l'église de Langoiran, Saint-Pierre de Langoiran, une église qui est l'église de Tabanac, et puis, pas vraiment d'église, une chapelle aux Tournes, qui n'est pas encore une paroisse. Alors, le statut de l'église du Tourne va évoluer. Elle va être tantôt considérée comme une paroisse, tantôt comme une simple chapelle. Et ça jusqu'au XIXe siècle. Jusque dans les années sous Charles X, où elle va être érigée en succursale de l'église de Tabanac. Parce que la paroisse de Tabanac, qui englobait, enfin qui accueillait les gens du Tourne, dans ce découpage, dans cette distribution hasardeuse de la population, donc est trop étendue, et on va envoyer un vicaire à l'église du Tourne, qui n'était pas à l'emplacement où elle se trouve actuellement, qui était où se trouve le cimetière, et donc voilà l'origine de nos deux communes. Parce qu'à l'origine, il y a deux paroisses, la paroisse de Tabanac avec la succursale du Tourne et la paroisse de Langoiran. Et vous voyez, c'est tout à fait logique. Elles sont séparées de plusieurs kilomètres. Hein ? Donc, si vous allez à pied, il vous faut 2 heures, et encore plus, parce qu'il n'y a pas de route partout, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de pont jusqu'au milieu du 19e siècle pour franchir l'Estèille. Donc, voilà cette réalité qui est la réalité du 9e siècle. Alors, voici une église... Ça, je ne l'avais pas montré, cette image, parce qu'elle est apparue récemment dans la documentation. C'est l'église du Tourne. L'église du Tourne, en 1848, dessinée par un dessinateur de Rion qui s'appelle Maignan, avant même qu'on ne construise le porche qui est l'actuel dépositoire.
Et puis la voici en 1885, lorsque, une fois que l'église du bas a été construite, on a rasé l'église du haut, et vous voyez ici, il y a le dépositoire actuel, hein, qui existe toujours, qui à ce moment a des problèmes de stabilité, vous voyez pourquoi. Et puis là, c'est le cimetière déjà. Alors ça, c'est l'église Saint-Étienne du Tourne, donc ce dessin de Maignan qui a été connu grâce aux travaux d'Annie Possocco, de Bernard Larieux, etc., qui nous ont donné ces très belles images donc, de notre ancienne église. Puis bien sûr, il y a l'église de Langoiran. Alors l'église du Tourne, elle est à peu près contemporaine de Saint-Pierre de Langoiran. Sur les images, on ne voit pas très clair, mais je connais quelques chapiteaux qui sont conservés encore dans une maison du Tourne, qui en proviennent et qui peuvent permettre d'affirmer que c'était une église romane du XIIe siècle, comme l'église de Langoiran. Mais à Langoiran, elle a été conservée, celle du haut. On a construit une église en bas, avant même qu'on ne construise celle du Tourne, mais on a gardé celle du haut, on a juste rajouté cette flèche, c'est le cardinal Donnet qui l'a rajoutée. Et on a une très belle église romane qui était sans doute entièrement couverte de peinture, et lorsqu'elle sera restaurée, c'est déjà un joyau, mais si on met à jour les peintures actuelles, ce sera du top niveau, même si elles sont assez mal conservées. Alors, ces deux paroisses, donc, elles se maintiennent d'une manière tout à fait logique, si vous voulez. Hein. C'est deux ensembles très distincts, séparés par la rivière du Tourne, et enfin l'Esteille, qui sépare ou unit les deux paroisses, mais c'est une réalité qui correspond à un état de fait. Lorsque, au XVIIIe siècle, à la Révolution, on va redécouper et créer des nouvelles unités administratives, qui sont les départements, les cantons et les communes, on va très sagement, pour ne pas tout bouleverser, c'est pas comme de nos jours, ou même au XIXe, où on a fait des découpages, pensez au découpage dramatique de la Terre Sainte, par exemple, tchac, tchac, tchac. Bon. Au XVIIIe siècle, on dit, bon, on va remplacer le pouvoir ecclésiastique par un pouvoir laïque, mais on va garder les mêmes contours des communes. Les paroisses deviennent des communes. Hein. Les généralités, qui sont des unités administratives de l'Ancien Régime, vont plus ou moins devenir les départements, ou les évêchés, ou les diocèses vont devenir des départements. Quelquefois, on va réunir deux diocèses, Bordeaux et Bazas, pour faire un département. Mais on garde ce découpage. Et c'est pour ça qu'on va créer deux communes dans ce village. Alors, ces deux communes, elles vont donc s'installer de part et d'autre de la rivière. Et elles sont distribuées par un réseau viaire, par des routes, hein, qui marquent en quelque sorte leur indépendance. Pour aller du Tourne à Langoiran, jusqu'au XIXe siècle, il fallait traverser l'Esteille à pied. La route, l'ancienne route qui passe ici, la route de la Closière, c'est le chemin de la côte. Il n'y avait pas la route dans la Palue, hein, qui descendait ici et qui butait vers l'agence du haut de la rue du Lieutenant Rouge. Ce qui s'est passé, donc cet état de choses, ça c'est une carte qui est la carte de Cassini ou la carte de Bellem de la fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, on voit toujours ces communes sont bien séparées, leur destin. Mais c'est pas très grave parce que vous voyez, en bas encore, il n'y a pas trop, le village lui-même n'existe pas. Les chefs-lieux sont autour, il n'y en a pas vraiment. Hein. Autour de l'église, il n'y a pas de bourg. Et à Langoiran, pas beaucoup, c'est encore un habitat assez dispersé. Donc, tout le XIXe siècle va amener la création de cette route dans les années au milieu du XIXe siècle, la construction du pont actuel pour aller se raccorder ici c'est le pied de la Ruasse, et pour aller se raccorder à la route de Cadillac. Ça, c'est très récent. Hein. Donc, on va s'efforcer pas d'unir ces deux villages, parce qu'on s'en fiche un petit peu, mais simplement de créer des circulations aisées le long de la Garonne qui vont doubler la circulation qui est assurée par la rivière elle-même.
Alors, la spécificité quand même du village du Tourne-Langoiran par rapport à Camborèche, etc., c'est que, contrairement à tous ces villages qui s'égrènent le long de la rivière et qui prennent la place souvent de villas antiques, c'était un lieu de franchissement, un lieu de franchissement important de la Garonne. Ici, vous avez donc l'abbaye de la Sauve-Majeure. Et l'abbaye de la Sauve-Majeure, ça c'est ce qu'on appelle les chemins de Saint-Jacques, qui étaient en fait, évidemment, les voies parcourues par les pèlerins, mais des voies qui existaient pour le commerce. Et les moines de la Sauve ont réussi à détourner un peu la voie principale pour la faire passer par là. Et à la Sauve, à la fin du XIe siècle, arrive nous dit la légende, un pèlerin. La légende nous dit qu'il arrive et puis il décide de s'installer là. En fait, il vient s'installer là, comme par hasard, il a des recommandations auprès du roi-duc d'Aquitaine, auprès de tous les seigneurs locaux, et c'est une opération organisée. Donc on va implanter une abbaye, parce que ça va être une abbaye, c'est pas un simple prieuré comme était Saint-Germain à Langoiran, et ça va se faire en quelques années. En une vingtaine d'années, après l'arrivée de Gérard de Corbie dans les années 1070, à la fin du XIe siècle, dès les années 1090, il y a des prieurés dans tout l'entre-deux-mer. 30 ans plus tard, il y en a jusqu'en Angleterre et en Espagne. Et l'abbaye est devenue très importante. C'est-à-dire un bel édifice, très important du point de vue spirituel, par son rayonnement. Il y a des reliques insignes, il y a la lance de la Passion, par exemple. Et ce prestige ecclésiastique va se doubler d'une grande puissance foncière. Ils ont des terres partout. Et qui dit avoir des terres partout, dit qu'il faut les faire travailler. Donc on attire les paysans, on crée des privilèges pour les paysans, c'est une sauveté, etc. Et ce vin, on en boit un petit peu à la messe, mais pas trop. Les bénédictins, à cette époque-là, ils sont plutôt relativement austères. Mais en revanche, il faut le vendre. Et pour le vendre, il faut des voies de communication. On ne va pas passer par la route de Créon qui n'existe pas. Il faut aller à la Garonne. Dans les années 1090, les moines de la Sauve, entre 1079 et 1095, plutôt vers 1090-1095, dont par Guilhem Allègre et Robert Raymond à Sainte-Marie de la Sauve-Majeure, déterrent pour que soit bâtie une route de 18 pieds de large, 6 mètres de large, évidemment en pierré, pour aller de la Sauve au port du Tourne. Et ce port du Tourne, il existe, la rue de Verdun s'appelait rue du Passage, et c'est vraisemblablement l'ancien port du Tourne. Je dis vraisemblablement parce que on n'arrive pas à trop restituer l'itinéraire exact de cette route. Il y a des endroits où on la trouve, à la Peyruche, après au pied de la côte qui monte à Auxs, il y a des fragments de cette route qu'on dit romaine, parce qu'elle est pavée. Mais elle fait 6 mètres de large, elle est entre la Sauve et le Tourne, donc ils ont peut-être réutilisé un axe romain. Mais voilà. Et ça, c'est quand même très important pour nous de connaître ça. C'est-à-dire, l'attrait du Tourne, c'est beaucoup, et de Langoiran, c'est les bords de Garonne, les chantiers travassés. Et ça remonte quand même au XIe siècle. Alors évidemment, ce n'était pas pour aller faire des pique-niques, mais c'était parce que c'était un de ces petits ports de Garonne qui permettait d'assurer une richesse commerciale. Et cette richesse commerciale, elle a permis donc d'envoyer le vin, d'envoyer les chevaux et les bœufs, parce que dans la Palus, c'était des terres idéales, c'était très cher les chevaux. Donc les chevaux, les bœufs, la lamproie, l'archevêque de Bordeaux tout le monde lui devait donner sa petite lamproie à la saison, et puis donc tous ces biens circulaient. Et puis après, ça a été la pierre qui a transité par là. Donc là, dans le cartulaire de la Sauve-Majeure, c'est-à-dire le recueil des actes de la Sauve, il y a plus de 40 documents qui entraient au port du Tourne.
je ne dis pas pour déprécier les langues guaranées, mais c'est le port du Tourne. Voilà. Alors ce port du Tourne, il est au bout de l'Esteille, je l'appelle l'Esteille de Gaillardon, mais c'est l'Esteille du Lubert et du Gaillardon, on l'appelle le Grand Esteille. Et donc, voilà, c'est cette espèce de goulet un peu assez vaseux de nos jours, qui n'est plus très bien entretenu, qui a été donc à l'origine de notre village. Parce que sur ce port, hein, ce port du Tourne, qui apparaît ici sur la carte de Bélem, le port, hein, au bout de la rue du Passage, eh bien, ou au bout de la rue Berquin, hein, c'est pareil. Donc là, c'est ce qui va être à l'origine du village, parce que comme il y a ce port, les vignerons autour vont aller construire des chais en bordure, pour que le vin soit... parce que le vin, on ne le gardait pas facilement. Hein. Le vin, il fallait le vendre dans les premières semaines. À partir du mois de février, c'était une piquette infâme. Alors, il fallait vite pouvoir les dégager avant qu'ils ne piquent. Là, il y a encore le chai du château Lamotte qui est là. Le chai Ardillier qui est en réparation, qui était un chai magnifique. Enfin, là, il va être transformé en habitation. Mais c'était un énorme chai. Donc, ça, c'est le vestige de ces chais. Et ensuite se sont installés des chais de négociants qui venaient donc sur le bord de l'Esteille. C'est ça qui est à l'origine du village, ça a été les premières constructions, alors qui étaient soumises aux inondations de temps en temps, mais enfin, une barrique, normalement, c'est étanche, alors c'est pas trop grave. Et puis l'eau ne s'attarde pas, ils étaient un peu en avant. Alors il y avait les chais, et puis il y avait les carrières, donc évidemment, cette proximité d'une voie de départ, de communication, a stimulé la production de pierre. Au XVIIIe siècle, la première richesse de la Gironde, c'est pas le vin, c'est la pierre. Hein. Imaginez la construction de Bordeaux, de tous nos petits villages. Vous voyez, le village de Tourne-Langoiran, toutes les maisons sont en pierre de taille. Donc, c'est un marché considérable qui est activé. Et puis, évidemment, peu à peu, on construit des jolies maisons. Alors ici, c'est l'ancien syndicat agricole qui a été un peu restauré maintenant, mais bon, moi, je l'ai connu jusque dans les années 90 avec les plus belles cheminées 18e que je connaissais, les boiseries, enfin tout ça, ça a disparu, mais c'était une très jolie maison, pas de richissime propriétaire, il y avait 3 pièces dedans, hein. Le reste c'était des chais, donc c'était des gens aisés. En haut, cette maison sur l'Esteille, elle a été transformée aussi, mais elle est 17e, elle a des éléments 17e, il y a partout des éléments 17e, 18e. Cette maison Ferranet, là aussi, elle est 18e. Donc, tout ça, c'est un magnifique ensemble qui ne demanderait qu'à être un peu mieux mis en valeur qu'il ne l'est. Et puis, évidemment, il y a la construction des quais de Langoiran. Alors, on a un grand spécialiste ici, je ne vais pas oser parler, parce que Vincent Joanneau est en train de faire une étude absolument magistrale sur Langoiran, qui après celle qu'il a fait sur Fumel et surtout le Fumélois, il s'attache à notre secteur et il a mis en évidence l'extraordinaire aménagement de ce village, avec ce port, les quais de Langoiran. On y est tellement habitué qu'on ne fait plus attention, mais enfin, c'est pas les quais d'un petit village de 3000 habitants. Hein. On voit bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'Esteille, empierrée sur 1 kilomètre de profondeur, avec une dizaine de cales et une vingtaine d'escaliers en pierre de taille qui descendaient dans la rivière, là aussi, c'est absolument lamentable qu'il soit dans cet état. Mais on ne peut rien faire, parce qu'il n'y a aucun outil de gestion de cette rivière, puisqu'il est entre 2 communes, et que, autrefois, il y avait un civum qui avait permis, dans les années 90, de le restaurer, de nettoyer, il n'existe plus. Donc, c'est un désastre, c'est un véritable désastre, et un des atouts essentiels du village n'est absolument pas valorisé. Alors évidemment, je ne vous dis pas pour l'immobilier ce que ça changerait d'avoir autre chose que cette espèce d'égout à ciel ouvert, mais bon, c'est la réalité des choses qui remonte à un état
administratif qui remonte au IXe siècle. Et pourquoi ça ne marche pas entre le Tourne et Langoiran? Ah, c'est curieux parce que ça fait jamais que un peu plus de 1000 ans que c'est séparé en deux. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à actualiser un peu la situation? Non, 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 notre identité. Voilà où on en est. Donc, la rivière qui descend vers la Garonne, les quais, et sur ces quais, des bateaux, la gondole, c'est-à-dire l'aller-retour vers Bordeaux pour les passagers, pour les marchandises, les pêcheurs, parce qu'il y avait encore beaucoup de poissons. Hein. Au XVIIIe siècle, on interdit de donner de l'esturgeon plus de 3 fois par semaine aux domestiques. Parce qu'il y en a beaucoup, évidemment. Donc tout ça, hein, toutes ces activités, et ce village qui s'est constitué. Alors évidemment, avec un déséquilibre, Langoiran, beaucoup plus important déjà que le Tourne. Vous voyez, la rue de Verdun n'existe même pas encore. Ça, c'est le cadastre napoléonien, donc des années 1820-1830. Le village va se restructurer lorsque on va tracer les routes, hein, c'est-à-dire dans les années 1860, pas avant. Hein. Dans les années, enfin, Vincent qui est là vous expliquera ça de manière plus détaillée, mais jusqu'en 1860, on ne passe pas la rivière. J'avais publié il y a quelques années l'histoire du pont de Rose, où on prévoit un premier pont sur le pont de Rose, et alors évidemment, oui, qui va payer? Langoiran, le Tourne. Alors, puis de toute manière, c'est pas la peine de payer, parce que quand il n'y a pas trop d'eau, on passe à pied sec, et puis quand il y a un peu d'eau, il suffit de monter sur le dos de son cheval. Voilà. C'est les réponses. Mais on n'a pas dépensé de sous. Ah, on n'a pas dépensé de sous. Alors tout ça, donc, va se restructurer lorsque, dans les années 1860, en même temps qu'on aménage les quais, la rivière, c'est une période très riche. Dans notre histoire, on a 2 grandes périodes. Le XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, une période de croissance extraordinaire, la sauve, toutes les églises romanes, la restructuration du pays, la création de l'agriculture, des vignobles, etc. Ensuite, un effondrement fin XIVe, une remontée progressive, et XVIIIe, XIXe, c'est extraordinaire. Avec en particulier ces années qui ne sont pas magnifiques pour tout le monde, parce que c'est le Second Empire, qui est quand même l'époque où le clivage social est le plus terrible, hein. C'est plus du tout l'équilibre de la société esclavagiste. C'est la naissance du monde industriel. Si les grandes idées régénératrices, le communisme, enfin le marxisme, le socialisme, naissent à cette époque-là, c'est parce que vraiment, il y en a besoin. C'est terrible ce qui se passe. Mais on est très riche. C'est un petit peu comme maintenant. Hein. Il y a des gens très très riches, et puis des gens qui crèvent la dalle. Mais qui crèvent la dalle horrible, hein, à bosser 14 heures par jour dans des conditions épouvantables. Ici, ce n'est pas trop le cas, on est encore dans un monde essentiellement agraire, mais le 19e siècle va permettre justement, c'est-à-dire si on peut aménager au profit de la grande bourgeoisie marchande les quais, les routes, c'est parce que ça rapporte beaucoup d'argent, et on le fait. Hein. Mais aussi, ça demande beaucoup de travail, et ce n'est pas ceux qui rentrent l'argent qui vont empirer l'estèille, vous imaginez. Hein. C'est parce qu'on les paie très peu, ces gens qui empirent l'estèille, qu'on peut le faire. Bon, enfin voilà, ça c'est mon petit prêchi-prêcha, coco. Mais, voilà, on a retracé une route, on a construit un pont. Alors, Colette Lièvre, qui a fait son mémoire universitaire sur la D10, pourra aussi nous raconter ça à l'occasion, l'histoire de la D10. Dans les années 1860, donc, on construit le pont, on fait les travaux de terrassement incroyables que vous voyez encore. Les chais d'Illier qui sont en train d'être rénovés, lorsque vous passez en face de chez, c'était Souchet autrefois, ce qui était la quincaillerie, vous voyez, le chai est très bas, mais parce que la route, c'est un remblai de plusieurs mètres de haut, de 5 ou 6 mètres de haut, qui a été créé de toutes pièces dans les années 1860. Pour franchir l'Estèille. Donc c'est des très gros travaux, c'est des très beaux aménagements qui sont réalisés alors. Et tout ceci fait que, merveille des merveilles,
on a la chance d'avoir un des plus jolis villages, vu de loin. Vu de loin, ben bien sûr. Vu de près, c'est assez lamentable. Moi, chaque fois que j'arrive, je franchis le pont, je traverse cette rue, je me dis, mon Dieu, si j'habitais pas là, je me dirais, il faut y être né pour habiter dans ce village. Parce que c'est un sinistre. La grande rue de Langoiran, là, c'est absolument épouvantable. Hein. Donc tout ça, évidemment, ça ne s'arrange pas. Et c'est classé ZPPAUP, c'est protégé par les monuments historiques, vous imaginez. Bon, mais tout ça, c'est... Enfin bref, on va quand même activer un peu, parce que là, ça fera bientôt 1 heure que je parle. Donc, on a ce village, avec ces 2 clochers. Alors, ces 2 clochers, maintenant, vous comprenez. Hein, ces 2 clochers, qui sont du 19e siècle, tous les 2. L'église de Langoiran dans les années 1860, alors même si elle est d'un illustre architecte qui est Abadi, l'architecte du Sacré-Cœur de Montmartre. L'église du Tourne, elle est postérieure d'une 20aine d'années, d'un architecte moins glorieux, mais qui s'inspire. Donc, ces 2 églises, ces 2 églises paroissiales, puisque le Tourne est devenu une paroisse plein nom, et ce qu'était la chapelle du port Saint-Léon, c'est devenu aussi paroissial. Donc, ces 2 églises. Alors, l'administration ecclésiastique est beaucoup plus évoluée que la même, parce que maintenant, on a un seul curé, déjà. Hein, on a un seul curé pour une 15aine d'églises, mais bon. Mais ces 2 églises, donc voilà, vous disent l'histoire. Et quand vous voyez ce village comme ça, tout d'un coup, vous comprenez son histoire. Vous comprenez son histoire. Donc, ces 2 villages réunis par une rue ici qui serpente, mais qui va donc coudre ensemble ces 2 entités séparées, et ces 2 églises qui sont là pour témoigner de la résistance. Hein. On aurait pu dire au XIXe siècle, comme on a fait dans beaucoup d'endroits, on aurait pu réunir ces paroisses. Les préfets l'ont proposé. Au XIXe siècle, le préfet propose la réunion des 2 communes. Un conseiller municipal de Langoiran, qui est le propriétaire du château Lataste, qui défend l'idée, mais les communes ne veulent pas. Hein. Après, ça s'est encore produit il y a une 40aine d'années, quand mon père était au conseil municipal, il fait partie de ceux qui disent non, on ne veut pas. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas faute d'initiative des pouvoirs administratifs, parce que la France est un pays merveilleux aussi par son administration. On tape dessus. Mais qu'est-ce qui tient la France? En dépit de ces politiques, des hommes politiques, désarçonnantes pour tout système. Hein, on a une administration admirable qui tient le pays. Comme les États-Unis d'ailleurs. Et donc, cette réalité... En plus, mais ça c'est à la Révolution, parce que la Révolution est restée sur ce schéma. C'était 2 cantons, parce que c'était 2 archidiocèses différents. Mais bon, le canton, c'est pas du tout un obstacle, mais c'était 2 cantons différents, 2 communes différentes. Donc voilà, maintenant, tout ça, vous le comprenez. Et alors évidemment, les différences, on pourra revenir dessus. Langoiran, le Tourne, c'est pas 2 entités égales en importance, bien sûr. Du point de vue fonctionnel aussi, c'est un petit peu différent. Donc, c'est quand même 2 réalités distinctes, toujours. Mais c'est un seul village, et ça, c'est incontestable. Alors, c'est ce bourg, donc les 2 nouvelles églises jumelles, à 20 ans d'écart, l'une et l'autre. Saint-Étienne du Tourne qui remplace l'ancienne église Saint-Étienne, Saint-Léonce de Langoiran qui est venu s'ajouter à Saint-Pierre-du-Haut, 2 mairies, 2 écoles, 3e République, donc tout ça, c'est magnifique. Vraiment, je vous dis ça, je suis très chauvin, mais c'est magnifique comme leçon d'histoire. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un livre d'histoire pour apprendre l'histoire aux jeunes élèves du Tourne et de Langoiran. Elle est inscrite dans le village même.
Et donc on a ce très, très bel ensemble avec la mairie, avec l'école des filles, l'école des garçons, le monument aux morts. Donc je vous dis chacun de ces éléments. Et puis là je dors, donc évidemment la vigne ça veut dire des tonneaux, des ateliers de tonnellerie. Sur la photo quelque part il y a mon grand-père, mon arrière-grand-père par là qui était tonnelier aussi. Bon, c'était pas des gens riches, mais c'était des gens qui vivaient bien là. Notre grand-père, le tisserand de Langoiran, donc, qui était derrière la boucherie de... Non, c'était derrière le café Berquin qu'il y avait donc les ateliers de tissage des chevriers. Donc, à l'origine, ils étaient autour, et après à Langoiran, et puis après, ils sont quand même, après Langoiran, ils sont revenus autour. Enfin, c'est le même village. Quand on vous dit, ah, ils veulent pas s'épouser. On a toujours fricoté avec les filles de Langoiran. Pas celles de Paillettes, trop, mais Langoiran, oui. Et dans les tonneliers, les tisserands, les vendangeuses de la Peyruche, les pêcheurs, ici le maréchal Ferrand, le commerce ambulant déjà. Hein. Là, c'est une autre arrière-grand-mère à moi, Octavie, qui elle peinait un peu dans sa petite épicerie, donc elle a acheté un âne et elle a commencé à faire des tournées. Donc après, elle a pu acheter une grande et belle maison, etc. Donc tout ça, c'est ce beau 19e siècle. Alors on peut écrire Germinal, mais nous, on pourrait écrire une histoire un peu plus douce autour. Parce que ces gens-là, la grande partie de la population, on le voit, les maisons étaient... Il y avait des gens misérables, bien sûr, mais la majorité vivait plutôt bien. Il y a ces Bauchers, l'ancienne maison Ardillet, 19e siècle, et puis toujours pareil, la Garonne, donc le joyau des chantiers Tramassé, là aussi. Ce chantier, qui est un des plus beaux et des plus intéressants matériellement. Mais la famille Tramassé, les Tramassé sont... On a des registres d'état civil depuis le XVIe siècle ici. Depuis le XVIIe, on a des Tramassé charpentiers de marine, ou charpentiers de navire. Donc ça aussi, c'est l'histoire. Hein. Et cette histoire, évidemment, on ne peut qu'y être extrêmement attaché. Donc voilà, ça c'est c'est une photo de Labo, qui est donc Antoine est là, il a un fond extraordinaire, un fond photographique tout à fait extraordinaire sur la commune, et il nous fait la gentillesse de nous laisser disposer de ces photos pour illustrer le passé glorieux de notre village. Là, un autre petit chantier naval, parce que Vincent Joanneau en a dénombré une douzaine, 18 chantiers navals, le tour de Langoiran au XIXe siècle. Donc c'est extraordinaire. Et puis donc l'Esteille avec ces aménagements qu'on ne distingue pas, mais la cale, on la voit ici, donc le pont qui traverse l'Esteille, et donc toutes ces jolies maisons qui le bordent. Et puis on suit, parce que dans les années du Second Empire, il y a les Pereire qui installent des voies ferrées dans la région, et donc on va greffer, à partir du moment où il y a la compagnie du Midi qui évacue, donc qui installe les voies ferrées, on va se greffer dessus, et c'est le petit train des Benauges qui va permettre de convoyer la pierre et le vin. C'est l'actuelle piste de la Pébie, qui était surtout faite pour évacuer les pierres des carrières de l'entre-deux-mers. Donc ça, c'est des investissements qui sont moins heureux, parce que il va vivre une trentaine d'années, ce petit train des Benauges. Donc l'investissement, je ne suis pas sûr qu'il ait été réellement amorti, vous voyez, parce que, évidemment, au moment où il a commencé à se développer, arrivait la voiture automobile et tout ça. Maintenant, on sait ce que ça nous coûte d'avoir développé le transport routier à l'encontre. Mais à ce moment-là, c'était plus facile, c'était plus souple. Et donc, on a laissé partir cette voie. Et puis, ces magnifiques ponts, dit pont Eiffel, qui n'est pas du tout de Eiffel, mais d'une compagnie rivale des années 1880. Et c'est la belle époque, dont la terrasse du Saint-Martin ici le casino, on avait un casino, ici il y avait un autre café, le café Berquin, encore une arrière-grand-mère. Vous comprendrez pourquoi j'aime bien ce village. Donc tout ça, c'est
Et c'était des femmes d'ailleurs qui tenaient les bistrots à cette époque-là. Parce qu'on les respectait beaucoup plus que les hommes. On n'est pas du tout un pays de machos ici. D'ailleurs, on le sait, on est tous sous la coupe des femmes. À propos, Rémi, il va falloir appeler maman. Donc voilà, le village, ces jolies maisons de mon arrière-grand-mère. Et puis la rue du Passage avec ses jolies maisons populaires, des gens qui ont peu de moyens, des ouvriers, des employés, des tout petits propriétaires. En général, on est les deux à la fois. On peut être tonnelier et avoir 20 arts de vigne où on fait le vin. Et donc ces maisons qui datent des années 1860, qui s'installent dans la rue de Verdun, avec ici celle où j'habite, qui est, on ne voit pas comme ça, mais c'est un HLM. Le monsieur qui fait construire cette maison est léché derrière. C'est un utopiste qui veut faire du Tourne la banlieue ouvrière de Langoiran. Alors il fait une maison ici où il y a 4 logements locatifs de domestiques et ici une dizaine d'alvéoles, des chais en bas, un petit grenier au-dessus qui sont loués aussi. Là aussi ça montre l'intelligence et donc l'initiative de ces gens du village. Et puis, le drame arrive, je ne vais pas vous en parler. On en a suffisamment parlé ces 4 dernières années avec tous ces enfants éduqués dans la haine du Boche, qui vont tellement le détester qu'ils vont aller se faire flinguer par eux sur les champs de bataille. Et donc, là aussi, l'éducation, même la mieux pensée, la plus sincère... C'est un peu ce qui s'est passé. Quand on partait la fleur au fusil pour attaquer les Boches, c'est parce qu'on avait été élevé dans ces écoles qui étaient des écoles revanchardes après la guerre de 70, tout ça. Donc tout ça, ça permet de réfléchir. Et puis le monument aux morts, par un sculpteur du Tourne, Monsieur Geneste, qui a sculpté ce monument aux morts. Donc voilà, l'entre-deux-guerres arrive, donc encore des gens qui sont de la région, qui vont capter une petite entreprise parisienne, c'est la délocalisation déjà. On va installer au Tourne une petite fabrique de corsets, qui s'appelle Le Furet, qui va faire travailler une centaine de dames du Tourne dans les locaux ici, au-dessus du bureau de tabac actuel, ou chez elles. Hein. Donc tout ça, ça fait du boulot, ça fait du travail pour les dames, ça fait une activité soutenue pour la commune. Et donc ces années brillantes, elles aboutissent à ce drame qui est la guerre de 39-45, mais pendant la guerre, ici, on a réussi quand même à construire un monument. Il est dû... on a plusieurs monuments historiques au Tourné à Langoiran qui sont protégés au titre des monuments historiques, les Chantiers Tramassés et le Splendide. Alors on peste parce que, comme il y a ces monuments, on ne peut pas mettre... On le fait quand même, mais on ne peut pas mettre de PVC sur les fenêtres, rien. Et là, on a un curé au Tourné à Langoiran, qui est un curé merveilleux, qui est l'abbé Maxime Lafont. Je le connaissais bien, puisque j'ai été son enfant de cœur avec d'autres. Et donc, ce curé Maxime Lafont, il a 2 passions, la voiture automobile. Alors, il met au point le premier embrayage automatique, et il a toujours voulu à Citroën. De nos jours, il ferait un procès, parce que Citroën l'a mis en application avant lui, mais il avait créé les premiers dans un garage qui est dans une ancienne école religieuse de Langoiran. Et puis, une autre passion, le cinématographe. Donc, il arrive à Langoiran. Il a fait toute sa carrière à Langoiran. Il n'était pas en odeur de sainteté auprès de l'évêché. Il était un peu particulier, ce curé. Il adaptait les cantiques à la musique de Wagner, il faisait chanter sur l'air, le grand air de Tannhauser, je le sais par ma maman qui chantait donc à la chorale, donc il trouvait que la musique de Wagner c'était pas si mal que ça, alors il a adapté le Veni Creator. Alors du coup il est resté toute sa carrière à Langoiran, donc une 50aine d'années, et il a introduit, en arrivant dans les années 20, le cinéma des familles, un drap tendu dans son garage, et puis une caméra qui a fait que les gens du Tourne et de Langoiran sont parmi
les plus grands cinéphiles d'Aquitaine. Et puis, il a pas mal d'argent, Maxime, et il a un ami qui s'appelle André Lamire, qui est un architecte qui lui aussi n'a pas trop besoin de travailler et n'aime faire que des jolies choses. Et il dessine un monument qui est vraiment magnifique, je vous assure. Il est des plans merveilleux, extrêmement étudiés, tout est dessiné, les poignées de porte, les lampes, par André Lamire. Donc, qui est ce cinéma splendide, donc, qui attend d'être restauré, mais pour le moment, il est sauvé. La mairie de Langoiran l'a acheté. Ils ont fini par le mettre hors d'eau. Et maintenant, il n'attend plus qu'à être restauré. Ça coûterait très cher. Peut-être que ça ne le sera jamais. Mais il peut encore être sauvé et donc donner un attrait supplémentaire. Alors, dans ce cinéma, pendant les 30 Glorieuses, c'est là que se tiennent les bals du Furet pour le carnaval. Il y a des bals qui sont donnés où toutes ces corsetières viennent avec leurs maris, leurs amants, et quelquefois les deux à la fois, pour danser donc, dans la salle du Splendide. Et puis il y a des bals masqués, voilà, qui ont laissé un grand souvenir. Et puis aussi, je le dis ici pour Frédéric, et ici le Sporting Bar, alors maintenant ça s'appelle le Passage. Mais vous voyez, on a été moderne ici dans les années 50, chez Bouterette, c'était le Sporting Bar. Et puis les petits commerces qui fonctionnaient, mon grand-père avait son commerce ici la maison Souchet, Driol puis Chevrier, donc tous ces petits commerces qui faisaient un village actif et qui va le redevenir grâce à la récente recréation d'une association de commerçants pour redynamiser donc ce centre-bourg. Voilà, donc depuis lors, bon, évidemment, tout ceci, l'histoire, ça doit nous amener à penser, alors effectivement, tout ceci s'est paupérisé par la suite, et actuellement, lorsqu'on parle de l'éclat de l'histoire de ce village, lorsqu'on le traverse, on ne voit pas trop où il est allé se nicher. Mais voilà, il restera peut-être des solutions, oui, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, pour construire, il faut construire sur le réel. Hein. Et le réel, c'est un village, c'est pas deux communes. Donc voilà l'histoire de village de Le Tourne, Langoiran ou Langoiran-Le Tourne, par ordre alphabétique. Merci.